bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la laïcité. On le voit depuis plusieurs jours, on l'a encore vu hier dans l'hémicycle du Sénat. Deux visions s'opposent, une laïcité dite ouverte à l'anglo-saxonne contre une laïcité peut-être plus stricte, plus rigoureuse. Emmanuel Macron donne la sienne dans Valeurs Actuelles, mais toujours pas de discours. Le faut-il vraiment d'ailleurs? Pourquoi toutes ces visions différentes de la laïcité? Faut-il réformer la loi de 1905? On va prendre le temps de se poser les bonnes questions ce soir. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant toute l'émission, nous irons aussi, et comme tous les jours, en salle des conférences du Sénat pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera votre micro, Quentin Calmet. Oui, bonsoir Rebecca. Dans un instant à mon micro, Jérôme Durin, le sénateur socialiste de Saône-et-Loire. On lui demandera s'il attend une prise de parole forte du chef de l'État sur la laïcité. Vous verrez, sa réponse est sans détour. À tout à l'heure, Quentin. Mais d'abord, le match des idées. Il va opposer dans un instant François-Noël Buffet et Christophe Nejlen. On va s'arrêter sur cette audition de Nicole Belloubet au Sénat tout à l'heure. La garde des Sceaux a été sommée de s'expliquer sur une note interne révélée par le Canard enchaîné et qui concerne sa réforme de la carte judiciaire. Une note jugée scandaleuse par beaucoup. Bruno Retailleau dénonce, je cite, un tripatouillage politicien. Pourquoi? Que dit le texte et comment la ministre se justifie-t-elle? On vous aide à comprendre tout cela avec nos invités dans un instant et après les premières explications de Jonathan Dupriez. Devant les sénateurs, Nicole Belloubet est sommée de s'expliquer. La semaine dernière, le Canard enchaîné révèle que la chancellerie envisagerait de maintenir ou supprimer des postes de juges en fonction des résultats électoraux d'En Marche. Que la semaine dernière, la presse a dévoilé certains documents préparatoires dont le contenu, comment dirais-je, interroge. D'entrée de jeu, la garde des Sceaux dément et joue l'apaisement. Il n'est, pour moi, absolument pas envisageable qu'une décision publique concernant la justice ou concernant d'ailleurs tout autre domaine puisse être fondée sur des critères partisans. C'est extrêmement clair et ce serait éthiquement insupportable. Nicole Belloubet se défend. La note révélée par l'hebdomadaire satirique est un mail de son cabinet envoyé au cabinet du Premier ministre. Cette note ne serait donc pas une prise de décision de la chancellerie. C'est-à-dire que les cabinets, ça compte pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une circonstance aggravante. Les cabinets effectuent des travaux préparatoires et c'est tout à fait normal. Ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. À l'issue d'une audition tendue, les sénateurs n'ont pas été convaincus par les explications de la ministre. Polémique, peut-être même une forme de scandale d'État. Et manifestement, il y a eu, sinon un dysfonctionnement, en tout cas manifestement un abus de pouvoir qui peut peser sur l'organisation de la justice en France. Ulcérés par ces révélations, les syndicats de la magistrature ont écrit plusieurs lettres ouvertes à la ministre. Même indignation chez une vingtaine de députés LR qui ont appelé le président de la République à rendre des comptes. Avec nous pour le match des idées ce soir, François-Noël Buffet, bienvenue. Vous êtes sénateur LR du Rhône, vice-président de la commission des lois. Et Christophe Nejlen, bienvenue à vous également. Vous êtes député d'Hiver Droite des Vosges. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. En préparant ce dossier, en voyant ce sujet, on s'aperçoit que les critiques sont extrêmement virulentes contre cette possible réforme de la carte judiciaire. Vous partagez ces points de vue qu'on a entendus, François-Noël Buffet? Je crois que je suis encore plus dur. Ah. J'ai été le rapporteur du texte justice au Sénat. Il y a peu. Madame Belloubet nous a fait plusieurs déclarations sur la politique concernant les mineurs, sur les constructions des prisons, sur l'évolution des juges d'instruction. Elle nous a rassurés sur tout, et après le vote, elle fait l'inverse de tout ce qu'elle nous avait dit en séance. C'est dire qu'il y a quand même une perte de confiance réelle. En tous les cas, pour ce qui me concerne, il y a une perte de confiance réelle. Alors, quand l'on voit que son cabinet est changeant avec le cabinet du Premier ministre, au demeurant, chacun sait ici, nous sommes des élus, qu'un cabinet c'est politique, c'est aux ordres de son ministre, de son élu, et que rien ne se fait dans un cabinet sans que le ministre soit informé, surtout sur des sujets aussi importants. Que la réforme dite de la carte judiciaire, qui en réalité est la mise en œuvre de la fusion des TJ et des TI, porte de façon sournoise la possible suppression de certains tribunaux, alors que l'engagement pris devant la Haute Assemblée, et même devant l'Assemblée nationale, était de ne rien toucher, que par ailleurs, subrepticement, on supprimera le juge d'instruction par certains endroits, parce que c'est une volonté politique de le faire, mais pas de le dire, et que de surcroît, on nous rajoute comme critère de choix et d'arbitrage
des considérations d'ordre politicienne et d'appartenance ou non, électorale, d'appartenance ou non sur un territoire de tel élu à la République En Marche ou à la majorité présidentielle, très sincèrement... là, vous dites stop. Là, vous dites non. Stop. Mais stop, vite. Arrêtons. Arrêtons. On se rend compte surtout que c'est de l'amateurisme et surtout le malaise de la ministre quand on l'interroge. Hier, à l'Assemblée nationale, 3 collègues, 3 députés l'ont interrogé. On sentait vraiment que dans les réponses, on était vraiment sur de l'à peu près. J'écoutais tout à l'heure la ministre à la commission des lois justement du Sénat qui dit « Mais messieurs les sénateurs, ce n'est pas une note, c'est un mail. Ça change rien du tout. » Elle dit « Ce mail a été envoyé dans la nuit. » Comme si l'horaire auquel le mail a été envoyé avait une influence sur le contenu. Donc on a l'impression qu'ils essaient de se raccrocher à toutes les branches pour essayer de s'en sortir par le haut. Alors elle s'est justifiée tout au long de la journée en commission des lois, aux questions d'actualité au gouvernement au Sénat, mais aussi au micro d'Alexandre Poussard tout à l'heure sur Public Sénat. On l'écoute et je vous fais réagir après. Il s'agit, je le redis ici, d'un courriel de cabinet à cabinet. Ce qui importe, c'est la décision publique telle qu'elle est prise, telle qu'elle existe. À ce stade, il n'y a pas de décision publique puisque c'est un travail préparatoire qui est en cours. Et donc je crois que c'est cela qui sera important de voir concrètement ce qui sera fait. Alors, pas de décision publique. Mais ça veut dire qu'à aucun moment, d'abord, elle ne remet en cause, d'une part, l'existence de ce document, de cette note, de cabinet à cabinet pour des raisons politiques, ce qu'on imagine bien, mais qu'on comprend bien que si cette affaire n'était pas sortie, il est probable que les décisions qui auraient été prises auraient été fonction des résultats électoraux. C'est ce que vous pensez aussi, Christophe Nagy ? Bien sûr, mais j'irai même beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, qu'on a les médias qui nous informent de ces choses-là. Et quand elle dit, à la fin, c'est le ministre qui décide, mais on sait très bien comment ça se passe dans les cabinets. Je veux dire, on sait très bien que tous les conseillers jouent de leur pouvoir, jouent de leur puissance pour influer au maximum les ministres. Et quand ils font la note à la fin avec les recommandations, le ministre n'a pas possibilité de connaître tous les sujets, de tout savoir, et donc se laissera forcément influencer par cette note-là. En fait, le forfait était déjoué. Est-ce que ça n'a pas toujours existé, ce mélange politique-justice, François-Noël Buffet ? Pardon ? Est-ce que ça n'a pas toujours existé ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ont toujours fait les gouvernements, finalement ? Il est incontestable que tous les gouvernements ont été vigilants, sans doute, mais tout de même, on n'a jamais entendu de telles choses, quels que soient les gouvernements. Moi, j'ai eu l'occasion, ici comme sénateur, de travailler avec les précédents gouvernements, M. Urvoas, M. Cazeneuve à l'intérieur et d'autres. Il y a toujours eu des relations de confiance. On n'était pas forcément d'accord. Bien sûr qu'on n'était pas forcément d'accord. On était parfois d'accord. Mais on savait que ce que nous disait le ministre, l'échange était sincère. Oui. Là, il y a une rupture de confiance. Là, il y a une rupture de confiance. En tous les cas, pour ma part, il y a une vraie rupture de confiance. Et il faudra à un moment ou à un autre que le Premier ministre en tire les conséquences. C'est pas acceptable. Et on voit deux choses. C'est d'un côté l'amateurisme, parce que justement, cette note-là fuit. Et de l'autre, c'est le fait, tout simplement, de dire qu'on nous avait promis le nouveau monde. On nous avait dit, vous inquiétez pas, nous, ce ne sera pas du tout la même chose. La première loi, je le rappelle, qui a été votée, c'est quand même la confiance dans la vie publique. Bien sûr. Et en fin de compte, on se rend compte qu'une fois au pouvoir, rien ne change. Allez, soit c'est de l'amateurisme, c'est peut être juste, ce que dit mon collègue, c'est parfaitement juste, soit c'est quelqu'un qui a fait fuiter. Parce que c'est devenu inacceptable pour un certain nombre de personnes et que c'est sorti aussi. Et on va aborder le deuxième thème de ce match. On verra si vous êtes d'accord là aussi, la réforme des retraites et ce possible recul d'Emmanuel Macron sur les régimes spéciaux. À l'approche de la grande grève du 5 décembre, le chef de l'État esquisse quelques concessions. Il envisage de ne basculer ces régimes dans le système universel que pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, ce qui veut dire que la réforme ne s'appliquerait pleinement qu'en 2062. Le président ne cache pas qu'il veut prendre son temps. Alors Christine Lagarde, nouvelle patronne de la Banque Centrale Européenne, approuve plutôt la méthode. Elle a donné quelques conseils ce matin sur RTL. Écoutez. Les réformes qui fonctionnent, ce sont les réformes qui rencontrent un assentiment large du corps social. Alors c'est vrai que quand on détricote 42 régimes spéciaux, quand on veut améliorer l'équilibre du système pour protéger les retraites, pas pour les casser, mais pour les protéger, il faut faire, je suppose, œuvre de pédagogie, de patience, faire accepter l'idée que ça peut changer et que ça peut changer pour le maintien de ces retraites, pas pour la destruction de ces retraites. Donc si un peu de temps est nécessaire, ça me paraît politiquement intelligent.
Alors, Christophe Naegelen, c'est plutôt un satisfecit donné à la méthode d'Emmanuel Macron, la méthode de réforme, patience, pédagogie? Non, alors je pense qu'il faut réellement de la pédagogie parce que ça va impacter énormément de Français. Par contre, cette réforme-là, on en a besoin rapidement parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi énormément d'inégalités en fin de compte. Et si demain on veut pouvoir parler aux Français les yeux dans les yeux et leur dire on veut un système égalitaire où 1 euro cotisé sera X euros à la retraite, ça a besoin d'être fait beaucoup plus rapidement. Donc pour vous, le gouvernement, et Emmanuel Macron en particulier, ont plutôt la bonne méthode pour amener cette réforme extrêmement sensible? Moi je trouve qu'il recule beaucoup trop. Je pense qu'à un moment donné, on aurait dû, les premiers éléments qui sortaient étaient plutôt des bons éléments. C'était 350 réunions qui avaient eu lieu. Et plus on s'approche de la date fatidique, plus on recule. Et à un moment donné, il faut savoir franchir le cap. François-Noël Buffet. Il ne faut quand même pas faire d'une méthode qui s'avère catastrophique, la consacrer comme étant quelque chose de très positif. Je pense que le président de la République a faux sur toute la ligne. D'abord, M. Delevoye, qui fait des préconisations, qui travaille pendant 2 ans sur ce sujet-là, avec des préconisations, des choix très précis. On nous dit oui, très bien. Le président dit je fais un grand débat avec tout le monde. Il part, bille en tête, sur les territoires, faire ce grand débat. Pourquoi pas, à la rigueur. À la limite, pourquoi pas, mais pour finalement contester ce qu'a dit M. Delevoye. Et après ce grand débat, on en arrive à une situation où on reporte sine die. Enfin, après ce débat, on dit on verra ça après les élections municipales, c'est toujours mieux. Bien évidemment. Et puis maintenant, on nous dit, on reverra ça sine die, c'est envoyé sine die, et puis ça s'appliquera en 2060. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Il y a besoin d'une réforme. Tout le monde sait qu'il y a besoin d'une réforme. Tout le monde sait qu'elle nécessite du courage. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le système ne peut pas continuer de fonctionner tel qu'il est, pour des raisons d'équilibre budgétaire, d'égalité, en tous les cas de justice. C'est incontestable. Bien sûr que c'est très difficile. Mais travailler de cette manière-là, et finalement pour dire, on verra ça bien après les élections, et puis ça s'appliquera qu'en 2060, sincèrement, c'est pas sérieux du tout. On ne peut pas considérer que cette méthode soit la révélation d'une grande qualité en la matière. C'est catastrophique. 2060, ça veut dire dans 40 ans. Vous allez continuer pendant 40 ans à dire aux personnes qui travaillent tous les jours à l'usine, qui arrivent en retraite, qui ont en moyenne 1 200 euros de retraite, que des personnes qui travaillent par exemple à la RATP, eux vont partir 5 à 10 ans avant eux, qui vont avoir 2 fois et demi leur retraite. Je veux dire, il y a une vraie rupture d'égalité. On nourrit aussi une certaine frustration à l'encontre de ces personnes-là, et c'est pas bon pour l'État, c'est pas bon pour le pays, et c'est pas bon pour nos concitoyens. La réforme, la majorité... Il y a un abandon du Big Bang annoncé sur les retraites, il y a une forme de lâcheté. Il y a un fort recul, et je pense qu'à un moment donné, déjà le fait de reculer après les élections, c'est honteux, parce qu'à un moment donné, tout se fait par calcul électoral. À un moment donné, on le voit pour la réforme, pour la carte judiciaire, on le voit pour la réforme des retraites. Je veux dire, si aujourd'hui on nous promet un nouveau monde en disant nous maintenant, peu importe si on est réélu, dans tous les cas on veut faire avancer le pays, et on se rend compte que plus on avance, moins c'est le cas. Je crois qu'il va falloir que nos concitoyens prennent conscience que cette méthode de gouvernance est une méthode d'abord consacrée pour la communication et l'image qu'on donne. Ce qui est important pour le président de la République, c'est l'image. Mais sur le fond, il ne se passe rien, en tous les cas jamais ce qui est présenté à l'image. Donc on est dans une forme de tromperie quelque part. Si on élargit le problème, vous l'avez évoqué très justement, on évoque d'abord les notes de Mme Belloubet pour décider politiquement des suppressions ou pas de tribunaux. Maintenant on nous dit on reporte, et c'est bien sûr après les élections pour ne pas prendre de risques, puis il n'y aura peut-être jamais de réforme. Mais si vous regardez le budget de la France, il n'y a pas une économie budgétaire qui est faite. On n'a jamais été aussi endetté. Si demain il y avait un problème financier d'augmentation, par exemple, des taux d'intérêt, nous sommes dans une panade, mais c'est pire que du temps de M. Hollande. Pire que du temps de M. Hollande. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de cette présidence de la République et quelque part une forme d'abus de confiance. C'était cette réforme-là, pour moi, la plus importante bien sûr, du quinquennat, bien sûr. Largement. Et je trouvais qu'elle partait plutôt sur de bons rails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des consultations de principe où on arrivait à quelque chose qui pouvait être entendable.
et oui, un manque de courage, clairement. Tout cela nous pose ou repose la question d'une France irréformable, réputée irréformable. Je voudrais vous lire quelques observations de certains spécialistes. Pascal Lamy, ex-patron de l'Organisation mondiale du commerce dans Le Point, nous dit « Nous n'avons pas de méthode de la réforme. Le changement est plus difficile en France qu'ailleurs en raison d'un blocage psychologique de la population. » Un autre chercheur, Kurt Vandel, de l'Institut syndical européen basé en Belgique, et lui, dans une interview à l'agence France Presse, il nous dit ceci: la France est bien dans le top 4 en Europe pour le nombre de jours de grève avec Chypre, la Grèce et l'Espagne. En France, le nombre de jours de grève par an est généralement très lié aux réformes proposées par le gouvernement sur le marché du travail ou les retraites. Et dernière observation que je voudrais vous soumettre, celle de l'historien Stéphane Siro, spécialiste des rapports sociaux. Il nous dit « Nous avons effectivement une culture du conflit. Depuis la Révolution française, la régulation sociale s'est fondée sur l'idée d'un conflit d'abord, la négociation après. » Christophe Najlen. Ils ont en partie raison. Bien sûr, mais à un moment donné, quand vous êtes dirigeant d'un pays, vous avez deux choix. C'est-à-dire où on laisse la rue gouverner, où on a été élu par une majorité de Français sur un programme pour faire quelque chose, et on l'applique. Et s'il y a conflit, il faut bien entendu discuter, essayer d'arranger, d'expliquer. Les Français sont loin d'être bêtes. Si on leur explique... C'est pourtant ce que fait Emmanuel Macron, pardon, mais ça contredit un peu ce que vous nous dites. Effectivement, si on a une France irréformable, qu'elle c'est si compliqué, Emmanuel Macron a-t-il le raison de vouloir attendre et de faire de la pédagogie? Non, justement, c'est exactement ce que je vous dis. Cette pédagogie, elle a été faite. Elle a été faite depuis 2 ans qu'il travaille sur le sujet. Et à un moment donné, c'est dire, voilà, pendant 2 ans, le bébé a grossi, maintenant c'est le moment de l'accouchement, on va y aller. Et bien là, ce qu'ils nous disent, c'est non, on va retarder l'accouchement encore de 6 mois et peut-être encore plus. On ne peut pas contester ce qui est dit. Nous sommes un pays révolutionnaire, il faut l'admettre, un pays de contestation. C'est à la fois bien et à la fois regrettable, ça dépend des situations. Ce qui est certain, c'est qu'on ne traite pas les Français de loin et de façon péremptoire. Mais le président de la République, finalement, ne paye-t-il pas, depuis le début, ce fait de vouloir ne plus avoir de discours, de discussion avec les corps intermédiaires? C'est lui-même qui a théorisé le système, en disant je vais imposer ça, je vais là, en négligeant les corps intermédiaires. Bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord avec les corps intermédiaires. Fort aussi de ces remarques peut-être sur un pays difficile à réformer. Bien sûr, mais raison de plus, on n'est pas toujours d'accord avec les corps intermédiaires. Mais enfin, le dialogue, ça existe, la discussion existe, la négociation existe. Même si le but ultime peut apparaître lointain, il peut y avoir des étapes, on peut franchir des étapes, on peut arriver à construire des choses. Mais c'est une question de confiance. C'est une question de confiance entre les partenaires sociaux, les corps intermédiaires et l'exécutif. Et moi, je crois qu'il a cassé assez rapidement cette confiance. Un peu par une forme de mépris, si vous voulez. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage parce qu'on le paye très très fort aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord? Depuis le début du quinquennat, on a eu énormément de remarques du président de la République qui avait tendance à dénigrer un peu les personnes qui l'ont élu. Donc on peut comprendre aussi que les Français soient angoissés et qu'il y ait une certaine méfiance à l'égard des réformes. Mais à un moment donné, on a aussi accès à des informations, on se rend compte de la situation du pays que, j'ai envie de dire, le citoyen lambda ne se rend pas forcément compte. Et quand on voit la gravité de la situation dans laquelle on est, on a besoin d'agir. Que ça plaise ou que ça plaise moins, on a besoin d'agir. Et on ne peut pas reporter au calendrier grec sous prétexte que certains, pas tous, certainement pas une majorité, disent « Ah ben oui, mais moi, ça va m'enlever certains avantages. Oui, mais ces avantages-là, ils sont plus mérités. Ces avantages-là, ils coûtent énormément d'argent. Et ces avantages-là, ils sont totalement inégalitaires par rapport à la majorité de la population. Et ce qui est nécessaire dans une réforme comme celle-là, c'est ramener de l'égalité par rapport à tous les travailleurs. Ce qui nous amène, messieurs, au troisième thème de ce match. Il y a la difficulté de réformer, puis il y a aussi peut-être la difficulté de gouverner. La pression de Matignon sur ses ministres et sur son administration pour que les lois débouchent sur du concret. C'est une information du Figaro. Je vois que ça vous fait déjà réagir. Vous allez avoir l'occasion de nous répondre. Édouard Philippe aurait donc signé 2 circulaires en ce sens. On peut y lire notamment ceci.
aussi. Une réunion interministérielle sera organisée une fois toutes les 6 semaines par ministère à Matignon sur un créneau hebdomadaire fixe. Il y aura aussi des entretiens bilatéraux entre le couple exécutif et un ministre. Alors, comment analyser ces méthodes de travail? Culture du résultat ou exigence a priori normale? On va poser la question à un membre du gouvernement, premier concerné, Sophie Cluzel. Elle est en salle des conférences avec vous, Quentin Calmet, au Sénat. Vous êtes Sophie Cluzel, vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées auprès du Premier ministre. On voit le Premier ministre qui veut justement lancer une mission de contrôle de ses ministres et secrétaires d'État afin de voir les objectifs remplis au fur et à mesure du quinquennat. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un peu une méthode venue du monde managérial de l'entreprise qui est appliquée au gouvernement? Vous savez, moi je suis issue de la société civile. Donc c'est vrai que ces méthodes justement de contrôle et d'évaluation des politiques, elles font partie de mon ADN. Et c'est comme ça que j'ai travaillé depuis le début. Je me suis fixé des objectifs pour améliorer la vie des personnes handicapées, leur simplifier l'accès aux droits, travailler sur des stratégies, sur l'autisme, sur les aidants. Donc ma feuille de route, elle est totalement ainsi bâtie et elle s'est ainsi évaluée avec toutes mes équipes. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le fonctionnement de votre secrétariat d'État? Par exemple, un nouveau conseiller qui va rejoindre vos équipes? Ça, c'est comme tout un chacun. L'ensemble du gouvernement, nous avons des nouveaux conseillers justement en charge de pouvoir de contrôler ces réformes. C'est une aide très précieuse parce que justement, nous, du coup, ça nous aide à pouvoir être en mode tableau de bord, évaluation. Et c'est ça qui m'importe. C'est comment on évalue notre politique publique à l'aune de la satisfaction des personnes, en tout cas les personnes handicapées en ce qui me concerne. Comment je leur simplifie la vie, comment je leur donne un accès aux droits, comment je leur donne des droits à vie, c'est déjà fait, c'est déjà en cours. Donc de toute façon, ça ne va ne faire qu'accélérer exactement tout ce qu'on a déjà mis en place. Est-ce que ce n'est pas aussi l'aveu que les résultats ne viennent pas assez vite de la part de l'action du gouvernement? Vous savez, je pense qu'on est en train de faire des réformes de fond. Quand on veut changer la vie des personnes, bien sûr qu'il y a des petites pierres à l'édifice à mettre tout de suite. Mais si on veut vraiment changer la donne, il faut travailler le fond. Moi, par exemple, je travaille avec les départements qui sont en charge de la politique du handicap, la politique des solidarités. Donc c'est un travail de fond. Sans un département, il faut que nous puissions travailler avec eux. Ça va prendre du temps, mais pour autant, on a des buts à gagner immédiatement. C'est ce que les personnes nous demandent aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie Cluzel, pour cette réaction à notre micro. Merci à vous, Quentin, en direct de la salle des conférences. François-Noël Buffet, que vous inspire cette méthode de travail, ce système de notation des ministres, de surveillance Je suis étonné que le nouveau monde ait attendu 2 ans depuis qu'il est en place pour appliquer des méthodes managériales qui existent déjà depuis de nombreuses années et qui s'appliquent dans tout le monde économique. Madame la ministre dit qu'elle vient de ce civil. J'en revendique aussi la même chose. Je viens de la société civile, j'avais une activité professionnelle, profession libérale. On a dirigé des communes, notamment pour ce qui me concerne, peut-être que c'est le cas de notre collègue, mais on a l'habitude de manager nos équipes, d'évaluer, de donner des objectifs. Je veux dire, c'est consubstantiel aux fonctions qu'on occupe. L'État, c'est peut-être un peu plus rare, c'est plus nouveau. Oui, enfin, c'est quand même inquiétant que ce ne soit pas le cas quand même. Que le Premier ministre soit obligé de jouer les directeurs d'école pour dire je vais mettre des notes et je vais évaluer un tel ou un tel. Enfin, très sincèrement, si c'est un fonctionnement normal que de faire ça, que de demander des comptes à ceux qui travaillent avec vous. Vous en êtes où? Le texte en est où? Quelle efficacité? Enfin, ça fait partie d'un travail, j'allais dire, presque quotidien. Ce qui est très étonnant, c'est que ça ne soit pas fait jusqu'à maintenant. Dans cette interview, déjà, le premier point, je viens de la société civile. Mais 90% des élus viennent de la société civile. Il faut arrêter avec cet argument fallacieux. Je suis dirigeant d'entreprise, j'ai mon mandat à côté. Monsieur vient du monde de la société civile aussi. Mais voilà, je veux dire, on vient 90% des élus. Donc déjà, arrêtons avec cet argument-là. Quand vous êtes à l'école, qu'on vous met des notes, quand vous êtes à l'entreprise, que chaque année, on doit faire l'entretien individuel. Mais derrière, il y a des conséquences. Vous avez une mauvaise note, vous êtes à l'école, vous redoublez. Vous êtes en entreprise, vous avez des mauvaises notes, il y a des préconisations qui sont faites et il y a des conséquences derrière. Là, aujourd'hui, c'est de la parole. On dit on va mettre les ministres sous pression, on va leur demander du reporting, on va mettre des notes. Mais d'accord, les conséquences derrière, quelles vont être les conclusions de ça? Si c'est juste pour dire aux Français, vous voyez, on essaye de faire correctement en suivant ce que font les ministres, on les surveille, et derrière, ça n'apporte rien du tout. Aucun intérêt. C'est du pipeau, c'est du vent. Une fois de plus, c'est de la communication. Mais tout le monde a l'air de trouver ça normal, mais pourquoi ça ne s'est pas fait pendant des décennies alors? C'est bien la question qu'on se pose. Vous aussi, vous la posez, pourtant vous venez d'une autre famille politique, ça ne s'est pas fait. Je ne suis pas certain que ça ne se soit pas fait dans d'autres équipes ministérielles récentes ou éloignées. Ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas de publicité qui a été faite là-dessus.
Quand on commence à faire de la publicité sur un management qui devrait être normal, c'est qu'on a déjà un problème et qu'il faut essayer de parer au plus pressé. Non, vraiment, la difficulté, c'est que pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, ce type de management n'a pas été mis en place plus tôt au sein de cette équipe gouvernementale. C'est ça la question. Ouais. Vous parlez d'un temps où je n'étais pas élu, donc je vais pas avoir du mal à vous répondre. Néanmoins, je lisais une interview, je crois, de Marie-Lise Lebranchu, qui disait, du temps du précédent quinquennat, c'était déjà le cas. On avait déjà des reportings qui étaient mis en place. M. Fillon le faisait avec ses équipes, et puis sans doute avant aussi. Enfin, ils avaient sans doute moins communiqué dessus. Un conseiller de Matignon a confié ceci au Figaro, et disons finalement un peu comme vous, mais nos concitoyens nous mettent la pression pour qu'on ait des résultats, donc on se met tous la pression, c'est normal. Voilà ce qu'il nous dit, culture du résultat, et c'est normal. Mais une pression, dans une entreprise, pour qu'une entreprise avance, la pression, elle doit être saine. Bien sûr. Et il doit y avoir derrière, je le répète, des conséquences. Là, on est sur une pression malsaine, parce que c'est uniquement communiqué en disant « Ah bah comme on a de la pression, on l'a imaginé dans une entreprise, des managers qui diraient ça. Ah bah mon patron me met la pression, je mets la pression sur mes troupes. » Bien sûr. Ah non. À un moment donné, il faut savoir canaliser. C'est justement là, quand on est responsable d'une équipe, d'être capable de dire « Moi, la pression, je la reçois, je ne la mets pas sur mes équipes, mais en tant que bon manager, je les accompagne et je grandis avec. » Et bien là, ce n'est pas le cas. C'est pas je grandis avec, c'est je leur mets la pression pour qu'ils fassent plus de résultats. Et je les aide, et je leur apporte du soutien, je les conseille, je les évalue, ce qui est parfaitement légitime dans les politiques qu'on mène quand on est dans une équipe. Mais on ne dit pas aux autres de faire attention, hein, toi, parce que si tu n'as pas les résultats, tu seras dernier de la classe. C'est pas très sérieux. Et c'est la fin de ce match des idées. Merci infiniment à tous les deux d'y avoir participé. Merci à vous. La suite d'ALPL, c'est le grand débat. Après des semaines de polémiques sur le voile, il serait intéressant de s'arrêter sur la définition de la laïcité. On s'est aperçu que deux visions s'opposaient de manière de plus en plus frontale, avec une influence grandissante peut-être du schéma anglo-saxon. Est-ce que cela doit nous pousser à réformer la loi de 1905 ou même à nous interroger sur l'adaptation de ce texte à la France de 2019 ? On va prendre le temps d'en débattre ce soir. D'abord, illustration de ces deux visions. C'était très clair au Sénat hier lors des débats sur la neutralité religieuse des accompagnants scolaires. On fait le point avec Marie Brémond. Il y a des lois qui ravivent de grands débats. C'est le cas de la proposition sur la neutralité des accompagnants scolaires examinée au Sénat. Je pense qu'au-delà de nos échanges, ce sont deux conceptions de la laïcité qui se sont affrontées et qui ne sont pas complémentaires. Deux définitions de la laïcité non complémentaires mais clairement opposées. Et les sénateurs de s'en référer à la loi de 1905 à l'origine de la séparation de l'Église et de l'État. Les débats ont presque pris hier les allures d'un cours de philosophie. Aristide Briand disait « La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. » Moi, je vous citerai Ferdinand Buisson, chacun les siens. Et donc, le triomphe de l'esprit laïque n'est pas de rivaliser avec l'esprit clérical pour initier prématurément les petits élèves de l'école primaire à des passions qui ne sont pas de leur âge. 4h30 d'une bataille idéologique entre les partisans d'une laïcité avec laquelle il ne peut y avoir le moindre accommodement. Sans texte clair, sans cadre légal, les positions des uns et des autres seront inconciliables. Là est le risque grave de fracture de la République. Et les défenseurs d'une laïcité plus tolérante. J'ai beaucoup, effectivement, évoqué la loi de 1905 et les valeurs de la laïcité, qu'on s'en tienne à ces valeurs de la laïcité. Et je suis effarée et stupéfaite que vous puissiez arranger à votre sauce, parce que vous l'avez qualifié, je l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez répété, de laïcité intransigeante. Non. La loi de 1905, c'est une loi de liberté, elle est claire et ses valeurs sont claires. Un clivage qui divise au sein même des familles politiques. En la matière, il n'y a pas de religion. Allons plus loin donc dans le grand débat avec nos invités ce soir. Françoise Laborde, bienvenue. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. RDSE, c'est Rassemblement démocratique et social européen. Anne Le Breton, bienvenue à vous également. Vous êtes adjointe au maire du 4e arrondissement de Paris, porte-parole de Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris. Nous attendons Frédéric Dabi de l'IFOP qui devrait arriver dans quelques secondes. Et Jean-Christophe Ploquin, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste au quotidien catholique La Croix. Merci à tous les trois, puis à tous les quatre d'avoir accepté
accepté notre invitation. Françoise Laborde, hier, ça a été très clair au Sénat. On a vraiment vu deux visions de la laïcité qui s'affrontaient. Est-ce que c'est nouveau? Comment vous les qualifieriez, ces visions? Est-ce que vous diriez une laïcité un peu ouverte et une laïcité plus stricte, plus rigoureuse? Comment vous avez perçu les choses? Alors déjà, je ne vous suis pas sur la qualification de la laïcité. Pour moi, c'est la laïcité, donc il n'y a jamais d'adjectif. Donc stricte ou ouverte, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc pour vous, il n'y a pas de deux visions. Voilà. Il y en a après, on peut avoir des façons d'interpréter, mais pour moi, la laïcité, c'est la laïcité. Quand on commence à dire à la française, etc., on part... On voit bien que c'est en train de se poser. Voilà. On sent bien qu'on Alors, entend là. par rapport à hier, moi j'ai une vision très claire de ce qu'est la laïcité à l'école, et j'ai donc défendu ce texte. Ça fait des années, je veux dire, je n'ai surpris personne. Je suis donc issue de l'enseignement, j'ai été directrice d'école, et j'estime qu'une sortie scolaire, ce n'est pas une promenade. Et donc, si ce n'est pas une promenade, c'est de la pédagogie, on applique les règles et c'est tellement plus simple. Et si on pouvait ne pas revenir sur ce texte précisément, parce qu'on l'a beaucoup fait cette semaine, je voudrais justement vraiment qu'on revienne sur les termes. Sur le site du gouvernement, voilà la définition de la laïcité qu'on trouve, et je vais vous faire réagir à ça. La laïcité repose sur 3 principes et valeurs: la liberté de conscience, celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Anne Le Breton, est-ce que pour vous les choses sont suffisamment claires? Il n'y a qu'une vision de la laïcité, ou effectivement on s'aperçoit depuis quelques années, assez récemment, qu'il y a plusieurs visions, plusieurs interprétations des mots? Le texte que vous avez lu semble donner une définition très très claire, mais effectivement on voit que d'autres personnes s'engouffrent dans les mots. Bon, moi, comme je l'entends, il y a aussi donc il y a la liberté. La liberté, c'est aussi de pouvoir aller à une sortie scolaire en s'habillant comme on s'habille habituellement. Et d'autres l'entendent différemment. Et donc il y a deux visions de la laïcité, pardonnez-moi d'insister, il y a mais on voit bien les plusieurs Français visions. Vous savez, le les mots peuvent vouloir dire plusieurs choses, et donc effectivement c'est assez compliqué. Donc nous, on voudrait s'en tenir à la loi, rien que la loi, mais comme vous l'avez montré juste maintenant, la loi peut être interprétée encore, donc peut-être... Donc c'est un problème d'interprétation, Jean-Christophe Ploquin? Il y a un problème d'interprétation qui n'existait pas il y a quelques années, qui existe aujourd'hui? Alors, quand on dit que la laïcité est française, c'est presque un pléonasme. Le mot laïcité n'existe pas ailleurs. Voilà. Ailleurs, on parle de Absolument. sécularisme. Tout à fait. Et ça veut dire un peu la même chose, c'est quand même la séparation des religions et de l'État. Je pense qu'en France, donc, j'entends tout à fait ce que vous dites, mais je pense qu'effectivement, à partir du mot laïcité, il y a des interprétations qui sont très différentes. Cela dit, il me semble que l'enjeu aujourd'hui n'est pas tellement celui de la laïcité, il est plutôt la façon dont l'islam, aujourd'hui, vient bousculer finalement un consensus qui existait, je pense, depuis de très longues années autour de cet enjeu de la laïcité. Il vient bousculer même nos définitions. Et quand je dis l'islam, c'est une partie des musulmans. C'est-à-dire il y a effectivement une partie des musulmans qui vont remettre en cause, c'est presque un enjeu culturel, qui vont remettre en cause finalement un consensus assez large au sein de la société française sur effectivement qu'est-ce qui prime, est-ce que c'est la loi de Dieu ou la loi de la République, est-ce qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc il y a des éléments qui sont bousculés par un certain discours sur l'islam aujourd'hui, émanant de certains musulmans. Je pense qu'il faut vraiment éviter toute globalisation. Et donc, je pense que c'est à ça aujourd'hui que des élus, le gouvernement, le président de la République essayent de répondre. Frédéric Dabi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bienvenue Frédéric, politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. L'IFOP qui a réalisé pour le journal du dimanche une grande enquête sur les Français et la laïcité, qui est parue le week-end dernier, qui est beaucoup commentée depuis plusieurs jours. Justement, on s'interrogeait sur les différentes visions ou définitions de la laïcité. Et moi, je vais vous citer dans le JDD, Frédéric Dabi, vous dites « La définition de la laïcité semble en pleine mutation ». Oui, clairement, parce qu'on suit depuis maintenant une vingtaine d'années qu'est-ce que les Français mettent derrière ce principe auquel ils sont extrêmement attachés, qu'ils sentent menacés à 78%, dont ils ont le sentiment qu'il ne s'applique pas de la manière identique s'agissant de la religion musulmane. Et c'est vrai qu'à travers le temps, on a vu une évolution forte de cette définition du principe laïque. Jusqu'à encore quelques années, c'était assurer la liberté de conscience, garantir la liberté, plutôt l'égalité entre les différentes religions. Maintenant, de plus en plus, c'est séparer les religions du politique, 2, faire reculer leur influence dans la société. C'est désormais majoritaire. C'est majoritaire dans toutes les familles politiques. On a tendance à
mettre un peu des fractures au sein de la population française par famille partisane, ce n'est absolument pas le cas. Et ça explique aussi le regard des Français sur les signes ostensibles, sur la présence des signes religieux dans l'espace public qui est... Cette présence est rejetée. On a testé dans cette enquête l'interdiction du port du voile pour les mères qui accompagnent les sorties scolaires, l'interdiction de signes religieux, quels qu'ils soient, pour les usagers des services publics, de plus en plus pour les Français, y compris l'électorat macronien qui peut se retrouver un peu tourneboulé par le en même temps présidentiel sur cette question. C'est le retrait de la religion de l'espace public. C'est là l'évolution qui me semble majeure. Vous parliez du président Emmanuel Macron qui inaugurait hier soir le nouveau centre européen du judaïsme à Paris et il a saisi cette occasion pour donner sa définition de la laïcité. C'est comme ça que je vais formuler les choses. Pas de long discours, toujours pas le discours attendu par beaucoup, mais quelques mots qui nous éclairent tout de même. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir ensuite. La laïcité n'est ni la négation du fait religieux, ni un outil de lutte contre les religions, mais une valeur qui complète le triptyque républicain autant qu'il épouse et renforce chacun de ses piliers. La laïcité, enfin, est un principe de fraternité qui doit vivre en chaque Français comme une boussole dans son rapport aux autres citoyens. Françoise Laborde, c'est sa définition ou c'est bien la définition de la laïcité telle que vous la voyez? Moi, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça me va très bien. Après, c'est vrai que si on s'en tient à la loi de 1905, où c'était la séparation des églises et de l'État, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à ce que disent un certain nombre de Français dans votre enquête, c'est ne pas mélanger le politique et le religieux, parce que je pense qu'on a quand même gagné quelque chose en 1905, même si c'était par rapport à une religion. Bon, il y avait les catholiques, il y avait les protestants, mais ça a servi à d'autres religions. Je suis désolée de le dire comme ça, mais nos amis juifs ont profité aussi de cela. Je me dis qu'aujourd'hui, je réponds peut-être pas tout à fait à votre question, mais c'est vrai que le discours d'Emmanuel Macron, notre président, je l'attendais le 9 décembre 2017. Là, il nous donne quelques clés. Eh ben oui, peut-être qu'il viendra, mais justement. Voilà. Et donc, lui, c'est le vivre ensemble. Il a dit un certain nombre de choses devant les musulmans. Il avait dit un certain nombre de choses devant la conférence des évêques. Moi, je veux dire, la laïcité, par petits bouts à la carte, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai écouté d'une oreille, mais je vous donnerai mon avis définitif quand on aura un vrai discours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas contre telle ou telle religion, c'est les règles et les lois de la République qui sont prioritaires sur toute religion, qu'on soit catholique, que ce soit l'islam. On a l'évangélisme, on a beaucoup d'évangélistes en France, on en parlera dans quelques années. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, du moment que la laïcité, ce sont les lois de la République. Le reste, je peux être très détendue. Et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement qui, à l'issue du Conseil des ministres, a bien reprécisé le cadre juridique actuel n'a pas vocation à être modifié. On parle bien sûr de la loi 1905. Anne Le Breton. Et moi, j'étais hier soir justement à l'inauguration de cette maison européenne du judaïsme et j'ai entendu le président et donc il a dit ni négation des religions ni lutte contre les religions. Et donc, il faut trouver un espace pour le religieux. Et moi, j'ai aussi, puisque j'étais hier à cette inauguration, entendu le président du consistoire, Joël Mergui, qui a exprimé aussi une inquiétude de cet sentiment anti-clérical, anti-religieux. Et il a exprimé le souhait de ne pas pâtir d'une lutte qui est en train de s'installer dans la société. N'oublions pas que notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc la liberté, c'est le premier des trois mots et c'est quelque chose souvent qu'on met un petit peu derrière en France. Et c'est très important. C'est très important de ne pas abandonner cette liberté. La liberté, c'est la liberté individuelle de pouvoir vivre sa vie. Et je pense que ça, c'est très important et que le président... La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Et l'individualisme n'est pas toujours prioritaire sur la communauté. Alors ça, à l'étranger, vous savez, on a beaucoup de mal à comprendre. Si on a le temps, on ira voir effectivement ce qui se passe à l'étranger. Jean-Christophe. Moi, je voudrais rebondir précisément sur l'inauguration hier du Centre européen du judaïsme par le président de la République.
est-ce que ça ne veut pas dire que le judaïsme a des choses à dire aujourd'hui dans la société française et dans la société européenne? C'est-à-dire? Et en fait, parce que sur le plan culturel, sur la façon dont, là aussi, il ne faut pas tout mélanger, enfin voilà, il ne faut pas globaliser en disant les juifs, hein, il y a une grande diversité dans la relation à la foi ou dans la relation à la société, mais voilà, l'histoire du judaïsme en France et en Europe, il est porteur d'énormément de richesses culturelles, d'énormément de savoir, et c'est vrai pour le catholicisme aussi. Les religions sont tout à fait fondées à intervenir dans le champ de la solidarité. Oui, mais avec certaines limites, on le voit bien quand même. C'est ce qu'on entend. Mais donc, depuis. c'est là d'où l'inquiétude des croyants religieux. Essayer de borner strictement la place des religions dans la société, il faut être très prudent et il faut savoir qu'elles ont naturellement à s'exprimer sur les enjeux de la société. Je vais vous donner la parole dans un instant parce que beaucoup considèrent que le chef de l'État doit absolument s'exprimer longuement, en tout cas sur le sujet pour clarifier les choses. Beaucoup attendent ce discours annoncé depuis 2 ans et régulièrement repoussé. La parole du président manque-t-elle à ce point? Est-ce que ça réglerait tout? Je vous demanderai votre avis dans un instant et notamment à vous, Frédéric Dabi. D'abord, allons demander à Jérôme Durain ce qu'il en pense. Le sénateur socialiste est en salle des conférences avec vous, Quentin Calmet. Jérôme Durain, il y a des parlementaires qui appellent le chef de l'État à prendre la parole sur le sujet de la laïcité, à avoir un grand discours qui puisse recadrer comme ça le débat. Est-ce que vous êtes de ces parlementaires? Est-ce que vous appelez le chef de l'État à s'exprimer sur la laïcité? Non. Non, je pense que ce débat qui nous occupe déjà depuis plusieurs semaines commence à être étouffant. Et comme je l'ai dit en interrogeant Édouard Philippe il y a 15 jours pour le compte du groupe socialiste, il y a d'autres sujets dans l'actualité nationale que celui-là. Et pourtant, on attend depuis 2 ans de savoir sa vision sur la laïcité. Peut-être qu'elle pourrait permettre d'apaiser aussi les choses. Peut-être, mais peut-être qu'on peut aussi considérer que dans ce pays, il y a plein d'autres sujets qui sont très importants. Il y a la question de la pauvreté qui augmente, il y a la question de la réforme de l'assurance chômage, il y a les sujets sociaux autour de la fonction publique, il y a les hôpitaux qui vont très mal. Donc je pense que la vie des Français, elle ne tourne pas autour du voile et de ces questions de laïcité. Et si on peut laisser retomber la pression, ça nous évitera d'autres difficultés, parce qu'il y a des parties de la population française qui se sentent mises en cause durement, et vous avez vu les difficultés que ça crée dans le débat public. Alors, en attendant ce grand discours qui viendra ou pas, il y a demain à la une de Valeurs Actuelles cette interview réalisée avec le chef de l'État au retour de Mayotte, le quotidien, l'hebdomadaire, qui dit qu'il y a 50 minutes d'interview comme cela. Qu'est-ce que ça vous inspire, une interview à Valeurs Actuelles? On sait que c'est un magazine qui a déjà été condamné, notamment, et pour ses unes provocatrices. Je trouve ça surprenant de choisir ce support pour une interview sur ces sujets-là. On dit, où je me suis laissé dire, que ça pourrait constituer l'acte 2 du quinquennat. Alors, si ça part sur ces bases-là, dans ce type de support, je trouve ça plutôt inquiétant, parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'on a quelque chose là qui est assez pernicieux, insidieux dans le débat public, qui est dangereux, et que si on peut sortir de ce débat qui, au fond, concerne assez peu de monde dans la société française, parce que la plupart des Français vivent les uns avec les autres, quelle que soit leur confession, la laïcité, elle est bien à sa place. Le président de la République a d'autres sujets à régler, des sujets sociaux, économiques, qui concernent les gens. Donc voilà, Valeurs Actuelles, peut-être que c'était indispensable pour le président Macron. Moi, je pense qu'on aurait pu se passer de ça. Eh bien, merci, Jérôme Durain. On entend votre appel à laisser retomber le débat, notamment autour de la laïcité. Merci beaucoup, Quentin. Frédéric Dabi, une chose intéressante, c'est pas la priorité des Français. Oui, c'est pas la priorité des Français. Dans ce même sondage, on essayait de pas seulement se centrer sur la question du principe laïque. On voit très bien que d'ailleurs, il y a des vraies mutations à l'œuvre dans l'opinion publique. La santé n'a jamais été un enjeu aussi prioritaire. 82% des Français le jugeaient tout à fait prioritaire. 19 points par rapport à l'enquête faite fin août pour CNews et Sud Radio, où il n'y avait pas eu l'effet du Brisol, si je puis dire, à Rouen. Les questions économiques et sociales restent centrales, avec de moins en moins une bataille d'Hernani entre l'environnement et le pouvoir d'achat. Là où je ne peux pas être d'accord avec ce que vient de dire le sénateur Durain, c'est la laïcité, c'est l'affaire de peu de monde. Justement, même si ce n'est pas prioritaire, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les Français. Dans une enquête IFOP pour Paris Match, il y a environ 2 ans, une majorité nette de Français souhaitaient, pourquoi pas, accoler le terme laïcité au triptyque liberté, égalité, fraternité. Il y a un attachement absolument central et qui est transpartisan, qui est par contre générationnel. Il y a les moins de 25 ans qui se sentent nettement moins concernés par les questions de laïcité. Et à contrario, sur la question de la richesse que les religions apportent dans l'espace public, on a aussi dans toutes nos enquêtes
30 à 40% de Français qui se disent sans religion et qui sont particulièrement agacés par la place prise dans le discours politique sur l'agenda médiatique du fait religieux. Mais du coup, ils attendent ce discours ou pas du tout? Comme Jérôme Durand qui dit non. Je ne pense pas qu'ils attendent particulièrement ce discours, mais ce discours permettrait de sortir d'une certaine ambiguïté entre ce qui a été dit au collège des Bernardins il y a un an et demi sur le fil rompu entre l'Église et l'État, qui paraissait s'inscrire en rupture avec la loi de 1905 ou les propos qui ont été tenus hier. On a un Emmanuel Macron qui est très en même temps sur les questions de laïcité, alors que l'opinion publique est plutôt d'un bloc. Moi, je me demande si ce qui fausse tout et ce qui crée beaucoup de confusion, c'est le terrorisme. C'est-à-dire que le sujet, tout à coup, pof, ressort de sa boîte à chaque fois qu'il y a effectivement un crime terroriste qu'on peut imputer à quelqu'un qui, plus ou moins, est en lien avec Daesh ou avec d'autres groupes djihadistes. Mais sinon, il me semble qu'en dehors de ces poussées de fièvre, il me semble qu'effectivement, le débat sur la laïcité est important, il concerne des gens, mais c'est vraiment pas la priorité. Il y en a un qui serait peut-être pas de votre avis et qui avait clairement tranché et exprimé sa vision de la laïcité, c'est Manuel Valls, que vous avez dû remarquer, qui revient pas mal dans les médias ces derniers jours. Les polémiques du moment lui ont donné envie de revenir sur le devant de la scène médiatique. Je voudrais qu'on écoute l'une de ses interventions et vous me direz ce que vous en pensez. Oui, sur un certain nombre de sujets, j'avais raison. Il faut jamais cacher les sujets. Fallait pas cacher évidemment la montée puissante de l'antisémitisme, les phénomènes de radicalisation, les débats au sein même de l'islam de France, et la nécessité de faire bloc et de mener une vraie reconquête républicaine. Françoise Laborde, lui, nous dit que c'est une priorité. Alors, moi, si vous voulez, qu'on soit clair, je n'ai pas demandé le discours de Emmanuel Macron. C'est lui qui nous le promet à chaque fois qu'il va voir une communauté, qu'elle soit catholique, juive ou musulmane, il dit il va y avoir un discours. Bon, donc très bien. Ensuite, c'est quand même lui et son gouvernement qui ont mis sur le tapis la modification de la loi de 1905. Moi, ça, c'est vrai que ça m'a fait très peur, parce que je pense qu'il ne vaut mieux pas ouvrir la boîte de Pandore quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Et là, je ne suis peut-être pas très gentille avec notre président, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'une fois, c'est pour justement le vivre ensemble et mettre à plat et moderniser la religion et avoir des relations avec l'État. Je crois que la loi de 1905, c'était la preuve qu'il fallait séparer. Voilà. Donc après, moi, j'ai des convictions par rapport au quotidien, si vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui vais mettre de l'huile sur le feu. Sauf qu'à un moment, justement, je fais très attention, quand je parle de signes religieux, à ne pas parler du voile en particulier. Quand on me dit est-ce qu'on a le droit de rentrer à l'école comme on est, oui, quand on est parent, et si on a un casque intégral, on l'enlève parce que ça veut dire c'est pareil, on a le visage caché. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses où la pédagogie de base ferait vraiment du bien à l'ensemble de nos concitoyens. Mais pour le reste, bon, Manuel Valls, je l'aimais beaucoup. Et je fais exprès d'employer l'imparfait. Je vois qu'il a laissé la barbe à Barcelone. Il aurait pu y rester. On ne lui a pas demandé de partir. On ne lui a pas demandé de revenir. C'est moi qui avais raison. Oui, oui, mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui sur ces sujets, le texte Babylou, enfin, etc. Il a défendu Natalia Baleato. Il a défendu la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes. Je veux dire... Vous aviez la même vision de la laïcité. Alors, je l'ai peut-être toujours. Mais moi, ces allers-retours... Bon, ça, c'est encore autre chose. Le pauvre, c'est un autre débat. Anne Le Breton. Voilà. Donc, je n'en parle pas. Sur Manuel Valls... Une réaction à ce que vient de dire Françoise Laborde? Oui, enfin, moi, je suis d'accord avec Manuel Valls qu'il ne peut pas y avoir de tabou sur aucun sujet. Et que c'est important de prendre les sujets et de faire face aux sujets. Mais je reste sur ma première position, qui est que c'est aussi très important qu'il y ait une liberté religieuse en France. Et ce qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit, c'est que les jeunes soient... Non, que vous oui, c'est Frédéric Dabi, c'est pas moi. Que les jeunes sont moins intéressés par le sujet que les gens de plus de 25 ans. Et ça, je le sens très, très, très profondément. J'ai des enfants de cet âge-là. Et vraiment, ils m'ont dit cette semaine, n'en pouvaient plus du sujet. Et je pense qu'une des raisons qui fait que ce sujet ne leur parle pas beaucoup, c'est que les jeunes vivent dans un monde beaucoup plus mondialisé, voyagent. Et cette laïcité leur parle beaucoup moins qu'à des Français plus vieux et qui n'ont pas les mêmes référents culturels
Alors je partage ce que vous dites. C'est vrai que c'est le seul segment de population dans cette enquête qui reste sur l'ancienne vision, si je puis dire, du principe laïque, c'est-à-dire assurer la liberté de conscience et mettre un signe égal entre toutes les religions. C'est aussi le seul segment de population qui est défavorable aux interdictions, c'est-à-dire de porter le voile pour les sorties scolaires, de porter un signe religieux distinctif dans les services publics. Il est, de ce point de vue-là, c'est vrai, en décalage avec l'ensemble de la population. C'est lié aussi, il faut le dire, à une surreprésentation démographique des Français de confession musulmane chez les moins de 25 ans par rapport à d'autres catégories. Et eux ont moins le sentiment que la moyenne que la laïcité est en danger en France. Alors, une autre question se pose dans ce débat. Et ailleurs, comment ça se passe? Et vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Peut-il y avoir des débats aussi enflammés sur les questions du voile ailleurs? Regardons un peu comment ça fonctionne. On a fait un petit tableau, on a pris quelques pays. En Italie, l'enseignement des religions, en particulier la religion catholique, reste obligatoire à l'école. Au Portugal, la Constitution affirme que l'État est laïque, mais enseignement religieux dans les écoles publiques par des prêtres rémunérés comme officiers d'état civil et enseignants. L'Espagne est un État laïque, séparé de l'Église, mais, là aussi, l'instruction religieuse est une matière obligatoire à l'école. En Angleterre, l'anglicanisme est religion d'État. La politique est très multiculturaliste, elle prévoit des accommodements. Beaucoup d'entreprises disposent de salles de prière, les enseignants peuvent porter le voile, il est possible de rencontrer un policier coiffé d'un turban sikh, un modèle anglo-saxon, vous l'avez compris, qui vient au départ du Canada et qui commence à se répandre. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, lui, il le regrette, hors de question d'importer ce modèle. Ils sont, aux États-Unis, une sorte d'archipel qui juxtapose des communautés les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas de laïcité. C'est-à-dire qu'une société communautariste, c'est la juxtaposition de croyances. Nous, c'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité. La République ne demande pas aux Français de ne pas croire ou de croire. La République exige du citoyen, ou plutôt de l'homme privé, que dans l'ordre public, il abandonne ses croyances. Jean-Christophe Ploquin, il faut absolument rejeter ce modèle anglo-saxon. En tout cas, il est très différent. Je pense que aux États-Unis, quand même, la séparation de l'Église et de l'État est très claire. Donc là, c'est quand même un point qui, dès le départ, finalement, a été posé par les pères fondateurs. Mais les pères fondateurs sont vraiment allés aux États-Unis pour qu'il y ait de la liberté religieuse. Mais il y a une ambiguïté un peu partout. Ce sont des États qui se disent laïcs. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit nos histoires, l'histoire de nos pays, et effectivement, dans les pays qui étaient de tradition catholique, qui sont de tradition catholique, mais qui étaient auparavant vraiment où l'Église catholique était extrêmement puissante, on voit bien cette traîne et donc l'existence effectivement de compromis aussi qui sont assez éloignés des compromis sur lesquels on est arrivé. Et oui, nous on n'a pas fait ces compromis-là. Cela dit, on voit qu'au niveau européen, et donc la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui est régulièrement saisie en Italie, par exemple, est-ce qu'il faut qu'il y ait un crucifix dans les salles de classe ou pas? Bon, eh bien, cette Cour européenne des droits de l'homme, elle est un peu le lieu de fusion des différentes traditions séculières européennes et elle tient compte justement de l'histoire de chaque pays et des traditions culturelles de chaque pays. Mais en même temps, nos sociétés évoluent et effectivement, nous sommes tous les pays sont des sociétés qui vont vers des modèles pluriculturels. Et donc, comment est-ce qu'on va effectivement faire avec des populations qui se transforment, qui changent. En France, qui potentiellement je crois se reconnaissent dans ces modèles aussi. 25% de la population française qui a un grand-parent d'origine étrangère. Voilà, on vit des transformations très importantes, donc c'est un peu normal que nos modèles aussi soient amenés à évoluer. Ce qui nous amène à nous reposer la question, est-ce qu'il faut les bannir absolument, ces modèles à l'anglo-saxonne qu'on vient de décrire? Bannir, je ne sais pas. C'est ce que fait Bruno Retailleau. Oui, moi, je ne bannis pas. On verra bien comment la société évolue. Vous n'êtes pas complètement fermé au modèle anglo-saxon? C'est-à-dire que si on reste arc-bouté sur ces dogmes, peut-être que c'est embêtant. Moi, à titre personnel, aujourd'hui, j'aime notre laïcité. Je ne suis pas sûre. Je vais souvent à Londres. J'ai les enfants à Londres. Je ne suis pas sûre que leur réussite soit... meilleure que la nôtre. Voilà.
j'ai pas l'impression qu'ils soient plus épanouis dans leur religion ou dans leur non-religion ou dans leur choix. Et quand je vois le Canada, quand je vois le Québec, je me dis que je n'ai pas envie de copier ce modèle. Même si eux n'ont pas de polémique sur le voile, par exemple. Vous ne vous dites pas, on n'a pas. Je ne suis pas sûre qu'ils n'en aient pas. Ils ont d'autres polémiques. Voilà. C'est différent. Il n'y a pas de système parfait. Moi, je connais bien aussi les pays anglo-saxons. Alors c'est intéressant, dites-nous. Non, mais il y a d'autres questions. C'est-à-dire que le fait de traiter cette question-là de notre manière induit certains problèmes. Et il y a d'autres questions qui se posent dans des pays où on a posé la question différemment. Et effectivement, il y a des pays anglo-saxons. Donc on n'a pas à s'inspirer des modèles. Non, je pense qu'il faut... Est-ce que la liberté avec des tribunaux de la charia, c'est une évolution que l'on doit... Ça, je crois que ça existe dans... je peux vous dire que je ne pense pas qu'à Londres, il y a un tribunal de la charia. Peut-être qu'il y a une influence de religieux qui sont à l'extérieur. Voilà, mais si vous voulez, cette influence, comme on lui laisse une liberté, elle grignote. Oui. Et j'ai pas envie que ce grignotage arrive chez moi. Et moi, j'ai le sentiment qu'en Europe, il y a vraiment un reflux des religions. Toutes les sociétés sont en voie de sécularisation. C'est pas vrai dans le reste du monde. Et donc, en Europe, on est aussi sensible finalement à ce qui vient de l'Asie, des États-Unis. On va pas les envier. Non, mais voilà. Mais donc monde, le religieux, c'est ce que je disais. Le religieux est plutôt en train de se développer ailleurs. Et donc en Europe, voilà, on est soumis aussi à ces influences-là. Je pense que les Français sont plutôt sur la ligne défendue par Bruno Retailleau. Pour l'instant, il y a cet attachement au principe laïque. On a dans notre imaginaire une envie de faire nation plus que de voir une juxtaposition de communautés et de croyances, même si dans les faits, on a quelques... Alors, je ne parle pas du territoire perdu de la République, bien sûr, mais on a des endroits où les Français ont le sentiment, non pas qu'ils ne sont plus chez eux, mais que le mode de vie a très fortement évolué. D'où cette attente de voir, comme le disait Bruno Retailleau de ce point de vue-là, et je pense que même si c'est un homme marqué à droite, il serait, si on ne citait pas l'émetteur, à savoir lui-même approuvé, la religion doit rester cantonnée dans un espace privé. Et puis ce principe de laïcité en France, il est le fruit d'une histoire. L'histoire de la construction de l'État en France, d'abord de manière autonome, puis face aux religions, à la grande différence des pays qui ont été cités. Il est tellement consubstantiel à notre histoire, même avant 1905, même sous l'Ancien Régime, que je pense qu'il est difficile d'aller vers un autre modèle. Mais est-ce que la religion doit à ce point rester dans l'espace public, dans l'espace privé, qu'elle ne doit plus du tout être visible dans l'espace public? Parce que c'est ce que le Rassemblement national le pose sur la table, là aussi. Moi, aujourd'hui, je me bats, non pas pour le Rassemblement national, pardon, comme j'ai rebondi sur la dernière phrase, c'est pas là-dessus. C'est vraiment aussi parce qu'on a des personnes qui sont venues dans notre pays, qui ont espéré y trouver la liberté de conscience, la liberté d'avoir une religion ou de ne pas l'avoir. Et moi, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que l'égalité homme-femme et la laïcité ont un lien? Et c'est aussi pour ça que je ne baisserai pas les bras, même si de temps en temps je parais un peu excessive, parce que j'ai des amis qui sont algériennes au départ, ou issues d'eux, ou voilà, et qui aujourd'hui me disent, c'est nous qui nous promenons en rasant les murs parce qu'on ne met pas de voile. Donc, moi, quand on me dit ça, je me dis, c'est pas ça mon pays. Le pays des droits de l'homme, terre d'accueil, et ces gens que nous avons accueillis se disent, moi j'ai une amie, je vais vous dire, elle est allée à la manifestation l'autre jour pour voir comment elle est un petit peu connue dans son quartier. Elle a mis des grosses lunettes, une casquette, elle m'a dit, je me suis quand même pas voilée pour aller voir. Mais on en est là, que des femmes vous disent, attention de ne pas nous abandonner, attention. Donc d'accord, c'est peut-être hyper, etc. Mais c'est aussi notre laïcité, notre terre d'accueil qui permet ça. Et donc ça, si on n'est pas capable de le défendre... C'est là où je pense qu'il y a un enjeu culturel. Merci. Culturel oui, c'est ça. Et égalité. Pour moi, c'est davantage culturel que lié. Je pense que, par exemple... l'Église catholique, par exemple, vit très bien avec la loi 1905. Bien sûr. Voilà. Alors qu'elle a été faite contre cette Église. Qui n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien un débat culturel qui est en cours, qui doit être mené avec des outils culturels et pas forcément avec des législations retouchées des lois et des articles de loi. 30 secondes pour conclure, Frédéric Dabi, on ne touche pas aux lois? C'est plutôt
si je puis dire, la demande des Français. Maintenant, la loi de 1905, elle a bougé une fois, en 2004, avec l'interdiction de la burqa. Et dans nos enquêtes qualitatives, on a des Français qui ont le sentiment que la loi n'est pas complètement appliquée s'agissant hier au Sénat, puisqu'il y a eu de un l'espace public. Neutralité religieuse. Mais attention, c'était pas la burqa quand même. Non, bien sûr. Et on a vu aussi au Sénat, on a ouvert une boîte de Pandore, et de ce point de vue-là, il y a une incertitude. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, vous retrouverez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Rendez-vous à 7h30. L'invité politique sera Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Très bonne soirée sur Public Sénat. Mais j'allais dire...